Le pape est en route pour le Liban, où il est très attendu. On y souhaite un message d'espérance, alors que le pays a été particulièrement meurtri ces dernières années par la guerre et la lutte d'Israël contre le Hezbollah, mais aussi par une crise économique dévastatrice. Léon XIV rencontrera dans l'après-midi le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaz Salam et le président du Parlement Nabi Berri. On en parle avec notre invité Jean-Louis de la Vessia. Bonjour, vous avez été correspondant de l'AFP au Bonjour. Vatican. Vous avez couvert avant cela des événements majeurs de l'histoire contemporaine. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre regard sur ce donc premier voyage papal. Ça constitue pardonnez-moi, toujours une étape marquante d'un pontificat. Quelle impulsion donne ce voyage-là en particulier? C'est un voyage courageux, à mon avis, parce qu'il commence par la Turquie, qui est un pays où il y a une toute petite minorité chrétienne qui n'est pas très à l'aise dans la société. Et donc, ça commence par une rencontre avec le président Erdogan, avec lequel les affinités ne sont pas évidentes. Et ensuite, tout ce qui s'est passé à Ivnik, là où a eu lieu le concile de Nicée il y a 1700 ans. Et là, c'est quelque chose qui est très, très sensible pour le pape, rétablir une unité, progresser dans l'unité entre toutes ces églises chrétiennes divisées. Voilà, ça c'est la première chose. Et là, ensuite, il va dans un pays, le Liban, aujourd'hui, qui compte la plus grande population chrétienne, puisque c'est 30% de la population. Et donc, il y a une énorme attente, alors que bon, l'opinion turque, les médias turcs n'ont pas accordé une importance énorme à la visite du pape dans leur pays. Vous parlez de ce monde chrétien divisé, le monde orthodoxe lui-même est divisé pour des raisons géopolitiques. C'est vrai que là-dessus, précisément, contrairement à François lors de son arrivée à la tête du Vatican, on n'entend pas le pape Léon XIV. Je pense à l'Ukraine, hein, précisément. Oui, bon, pour l'Ukraine, au début de son pontificat, il avait proposé à Poutine la médiation du Saint-Siège, et il s'est fait remettre à sa place, et Poutine disant en gros que une négociation c'est uniquement entre orthodoxes et les catholiques n'ont pas à s'en mêler. Et donc depuis, oui, il est très prudent. Ça m'a été dit aussi par Monseigneur de Voilemont, qui est le président de l'Œuvre d'Orient, qui accompagne le pape. Toutes ces attitudes sont très réservées, très posées. Voilà. Et donc, on a l'impression, il l'a dit d'ailleurs, que il se méfie un peu des médiations intempestives. Le pape François avait tendance à mettre les pieds dans le plat, comme on dit, et de temps en temps, assez maladroitement. Et il revient à une diplomatie plus traditionnelle. Il a dit le rôle du Saint-Siège, c'est de dire ce qu'il faut, ce qui est bien, ce qui est bon pour les peuples, pour la paix, etc., pour l'unité. Mais ce n'est pas forcément de proposer des remèdes, des médiations. Et il laisse beaucoup plus la bride à sa diplomatie traditionnelle, une diplomatie qu'il ne faut pas minimiser, qui est une diplomatie assez discrète, secrète, mais qui a l'avantage d'être présente dans pratiquement tous les pays du monde. Et donc, voilà, cette diplomatie s'active, mais effectivement, il n'y a pas de résultat très tangible, il n'y a pas un discours tonitruant de la part du pape. Et c'est vrai que ça déçoit sans doute certains qui voudraient que le pape prononce des paroles fortes dans une période extrêmement difficile. Mais C'est déjà, sa présence en Turquie est un témoignage aussi pour cette quête d'unité, c'est vrai y compris qu'avec entre chrétiens. Comme vous Av- dites, avec oui, François, dites-moi. on avait vraiment des gestes spectaculaires. Il était donneur de leçons, il était assez tonitruant. Vous venez de l'évoquer, hein, notamment sur les questions internationales. C'était des coups d'éclat, beaucoup de postures. Là, est-ce qu'il n'y a pas un risque malgré tout, même si on entend ce que vous dites, hein, de cette diplomatie silencieuse qui avance malgré tout, d'être trop silencieux dans un monde dans lequel on a besoin quand même d'avoir des symboles et des prises de position claires? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est là on l'attend là-dessus, sur ce plan au Liban. On verra ce qu'il dira, mais s'il continue avec son style très posé, réservé, prudent,
il risque de décevoir beaucoup de Libanais qui attendent des paroles fortes, notamment vis-à-vis d'Israël, qui continue ses bombardements ces dernières semaines. Et, et donc, il y a une espèce de lassitude, je pense, au Liban. C'est un pays fatigué par ce conflit. Et il y a eu une exhortation apostolique autrefois pour le Liban, une exhortation apostolique pour le Moyen-Orient. Le pape Jean-Paul II avait une belle formule. Le Liban est un pays message parce qu'il y a un système multiconfessionnel. Mais en fait, tout cela, c'est vu comme des belles paroles souvent par pas mal de Libanais qui espèrent des paroles fortes et aussi des démarches fortes. Et donc, bon, il y aura une rencontre sur la place des Martyrs entre les de dialogues interreligieux. Bon, ça c'est une chose. Il ira sur le port de Beyrouth aussi. Mais par exemple, certains auraient aimé qu'il aille au sud Liban. Sa seule présence ça aurait un impact énorme pour dire ou signifier au moins à Israël que ça suffit. Et donc, C'est vrai voilà. qu'on a entendu les Par Libanais ailleurs, dire notamment que, effectivement, au moins pendant la visite du pape, les bombes allaient se taire, les bombardements israéliens allaient cesser dans le sud du Liban. C'est vrai qu'on pense qu'il aurait pu y avoir ce déplacement à Nakoura. C'est pas évident, ce choix du Moyen-Orient pour ce premier voyage. On comprend que l'attente des Libanais est immense. Paul VI était allé en Terre Sainte aussi lors de son premier voyage. Le choix de ces destinations présume de la politique diplomatique que veut mener le pape durant son pontificat? Il y a sûrement une priorité autour du Moyen-Orient qui bruisse de conflits de tous les côtés, donc certainement. Voilà, mais il suit un peu les pas de son prédécesseur dans la mesure où ce voyage, cette invitation du patriarche Bartholomée pour l'anniversaire du Nicée était prévue. Le pape François devait y aller, voilà. Et de même, la visite au Liban, le pape François voulait beaucoup aller au Liban, c'était très important pour lui, il n'a pas pu y aller en raison de sa maladie. Donc, ces choix, c'est un peu typique de Léon, il suit, pas docilement, mais il suit ce que son prédécesseur a voulu. Et donc, c'est aussi ce choix. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi, et Monseigneur de Voilemont de l'œuvre d'Orient le disait, il y a cette volonté de faire l'unité entre chrétiens et aussi d'insister en Turquie, comme au Liban, sur la place des chrétiens comme des personnes qui construisent des ponts entre les communautés. Et notamment au Liban, c'est très important parce que les maronites, les chrétiens, tiennent des écoles où des jeunes musulmans sont scolarisés, tiennent des hôpitaux, tiennent des hospices de personnes âgées. Et il y aura un moment fort d'ailleurs dans ce voyage à Beyrouth, ça m'a beaucoup touché en fait, je trouvais que c'était très beau. Il va aller dans un hôpital psychiatrique tenu par des religieuses franciscaines. Et voilà. Et c'est une manière de montrer que ce pays est blessé par la guerre, par les massacres, par une espèce de lassitude profonde. Et cette simple visite, ce choix qu'il a fait, est très significatif de lui, parce que je pense que c'est un homme très délicat et qui pense qui est très intelligent aussi, qui pense aux blessures psychologiques que laisse la guerre. Et ce fait qu'il aille dans cet hôpital, c'est assez original. Et on sait effectivement qu'elles sont très très importantes. On a 6 mois de recul à présent avec le pape Léon XIV. Est-ce qu'il est la bonne personne, selon vous, pour accompagner ce que François appelait ce changement d'époque? Oui, oui, je pense que le pauvre, il doit se dire, oh là là, parce que on sent quelqu'un d'assez timide, en même temps déterminé. Mais oui, oui, je pense qu'il est la bonne personne, sauf qu'il ne fait pas de déclarations fracassantes. Il n'est pas Jean-Paul II, il n'est pas non plus François. Il est plus discret. On l'a vu d'ailleurs dans son attitude à Ankara, à Istanbul, cette manière assez réservée d'être. Par exemple, quand il est allé dans la mosquée bleue d'Istanbul, il écoutait les explications, mais il n'a pas fait semblant de prier, alors que le pape François avait exprimé son émotion, prié dans un lieu musulman. Donc c'est toute
cette attitude. Non, je pense il est tout à fait à la taille des défis. C'est un homme de terrain. Au Pérou, il a été 20 ans missionnaire, il a connu des situations très difficiles. À la tête des Augustins, il a été dans le monde entier, y compris au fin fond de l'Afrique, pour des missions très compliquées dans des zones de conflit. C'est un homme qui écoute, et c'est pour ça qu'il est très apprécié. Il était très apprécié comme préfet de la congrégation des évêques avant sa nomination comme pape. Donc tout ça, c'est beaucoup d'atouts, mais certes, il est prudent. Il rappelle un peu Benoît XVI d'une certaine manière, par une certaine réserve, mais je pense qu'il est très à l'écoute et quand il dit quelque chose, cela a du poids parce que c'est très réfléchi. Il est reconnu par tous ses interlocuteurs pour être quelqu'un qui écoute beaucoup, mais qui est ferme aussi dans ses positions. C'est toujours la place d'un pape de pénétrer les affaires du monde. On se souvient de ce discours de Jean-Paul II en Pologne qui a fait bouger les choses, qui a été interprété comme un appel à se révolter, notamment en Pologne. Qu'en est-il aujourd'hui en 2025? Je pense que la voix du pape est écoutée bien au-delà des cercles catholiques et des cercles chrétiens. Il y a un besoin en ce moment, où le monde est très chaotique, de cette parole, y compris des non-croyants, et attendent une parole du pape. Et surtout, à l'époque, beaucoup d'Américains aujourd'hui attendent des paroles du pape aussi face à tout ce que Trump engage, toutes ces contradictions, ces propos venimeux parfois pour les migrants, etc. Et donc, la parole du pape, c'est une parole morale, et petit à petit, c'est venu petit à petit, mais maintenant, il dit très nettement au président Trump, il ne le nomme pas par son nom, mais il dit très, très nettement que cette attitude du gouvernement américain vis-à-vis des migrants, vis-à-vis des crises dans le monde, ne va pas du tout. Il a cette attitude de fermeté, tout en réserve, mais de fermeté. Et je pense que, oui, bien au-delà des cercles chrétiens, sa parole est attendue. Jean-Louis de la Vessière, merci beaucoup de nous avoir apporté ces éléments Merci. d'analyse alors que le pape se trouve actuellement à bord de son avion en direction donc de Beyrouth où on le disait il est très attendu pour plusieurs jours de visite dans le pays.